C'est difficile de ne pas commencer cette rencontre sans évoquer les événements tragiques du 13 novembre dernier qui ont montré à quel point notre modèle français est fragile, notre modèle social français est fragile et que les valeurs fondatrices de la démocratie peuvent à tout moment être menacées. C'est la culture et le spectacle qui ont été particulièrement visés cette fois, car ils constituent des remparts contre les intégrismes. En construisant des liens, en nous interrogeant sur le monde, en nous aidant à penser et agir. Cette rencontre prend un relief tout à fait particulier, car à la veille des élections régionales, face à ces événements et aux nombreux messages de solidarité, d'autres réactions s'expriment, des réactions de peur, de haine et de repli identitaire qui font le jeu des partis de l'ordre. Cette situation nouvelle pose la question de la portée et de la limite de nos actions, de nos missions, et de la capacité de l'art et de la culture à construire un récit commun, fondé sur le partage des différences, dans une société de plus en plus fragmentée. C'est aussi de cela dont parle le livre blanc des acteurs culturels de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, en posant de façon pragmatique les enjeux culturels régionaux sous l'angle de l'épanouissement de ses habitants, de la qualité de vie, de l'équité, de la solidarité territoriale et des populations en difficulté. Nous en parlerons sûrement tout à l'heure. Ce récit commun ne peut s'inventer sans la création artistique, celle qui permet de construire ensemble des nouveaux imaginaires partagés. Si le fil conducteur de ces rencontres est la musique, la question de la création se pose de façon similaire dans toutes les disciplines artistiques et constitue le moteur et la légitimité de l'action culturelle et de l'intervention publique. La création musicale est au centre des préoccupations de Futurs Composés. Une création qui s'appuie sur l'écriture instrumentale, sur l'improvisation, les arts sonores et multimédia, et toutes les collaborations avec les autres disciplines artistiques. Une création qui ne veut pas tomber dans la dichotomie entre les musiques savantes ou les musiques actuelles, mais cherche de nouveaux espaces d'expérimentation et d'expression. S'inscrivant dans cette perspective, Futurs Composés, le réseau national de la création musicale, développe sa mission de réseau professionnel et représente aujourd'hui plus de 220 structures, toutes dédiées en priorité à la création musicale. Structures de création et de production, centres nationaux de création musicale, festivals, ensembles et compagnies musicales, scènes nationales, collectifs, compositeurs, interprètes. L'objectif de ce réseau est de fédérer l'ensemble des professionnels de la création en lien avec d'autres réseaux, en France, en Europe ou à l'étranger, autour des enjeux actuels de la création et de la production musicale. Il considère que la mutualisation de la réflexion, le partage d'expériences et la mise en œuvre de stratégies d'action collective contribuent à une meilleure prise en compte de la création dans les pratiques professionnelles et les politiques publiques, tant dans la production d'œuvres nouvelles que dans la rencontre avec les publics et dans la transmission des savoirs musicaux aux nouvelles générations. Alors, Futurs Composés communique vers ses membres à travers son site, des lettres de diffusion, des agendas, des ressources en ligne. Il crée des liens en organisant des matinées thématiques, des rencontres et des débats, des rencontres artistiques. Il participe au réseau international de l'ISCM. Et Futurs Composés défend la création musicale et le travail de ses membres à travers diverses manifestations, comme bien entendu, un mois pour la création musicale. Il participe aux rencontres à Corps Majeur à Aix-en-Provence. Il mène des actions avec d'autres réseaux tels que l'AJC, le réseau du jazz, France Festival, Zone Franche, la FAMDT. Une présence au BIS et dans les salons, et puis des concertations, des actions communes avec les syndicats, tels le Profedim, le Syndéac et d'autres organismes. C'est dans ce cadre que Futurs Composés organise des rencontres en région comme celle-ci, pour mieux relier les enjeux nationaux et les enjeux régionaux, mettre en valeur les acteurs de la création musicale en région, ses membres, et créer des dynamiques complémentaires avec les acteurs musicaux et culturels des autres régions. À travers cette rencontre de Valenciennes, Futurs Composés souhaite porter à la connaissance de l'ensemble de ses membres les dynamiques et les problématiques qui se posent ici. Votre mobilisation en tant qu'acteur culturel, à travers ce livre blanc dont nous parlerons tout à l'heure, que vous avez rédigé, bref, d'être une caisse de résonance de ce qui se passe ici. Futurs Composés pense particulièrement que la création musicale, au-delà des territoires esthétiques et des pratiques spécifiques, diffuse par la capillarité dans l'ensemble des arts vivants, des arts visuels et numériques. À ce titre, il est porteur d'une dynamique transversale forte et fédératrice,
et s'approprie naturellement ce qu'on appelle la culture numérique et tous les enjeux de développement artistique et culturel de demain. Nous en parlerons peut-être plus cet après-midi. Donc nous avons imaginé cette journée en 2 temps. Une première ce matin qui pose les questions de quelles sont les caractéristiques déterminantes du paysage culturel en région, comment est structuré le milieu culturel et musical, ses disparités, ses atouts, ses réseaux, ses actions communes, ses complémentarités, qu'est-ce qui fait sa force, quelles sont ses fragilités, et quelles sont les lignes forces spécifiques à la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et la deuxième, cet après-midi, est plus musicale, c'est quelles sont les collaborations nouvelles à imaginer entre les acteurs musicaux. Gérard en a parlé tout à l'heure. Comment les technologies numériques transforment les esthétiques, les pratiques et leur transmission, et comment la création musicale peut être un élément moteur de la nouvelle politique régionale. Nous avons organisé cette rencontre avec le soutien de la DRAC, en collaboration avec le Phénix, merci Romaric de nous accueillir, avec Arzoïd et Arzoïd Studio, membres de Futurs Composés, à la fois, comme tu disais, compagnie musicale et centre de création, qui fête 40 ans d'aventure musicale ici. Et avant de rentrer dans les débats qui sont animés par David Gis, compositeur, je vous invite à découvrir peut-être un peu plus en détail ce fameux livre blanc que vous avez édité. Je ne sais pas qui est prévu pour en parler. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Christophe Potier, le directeur adjoint du bateau-feu la Scène nationale de Dunkerque, et on participe assez activement avec de très nombreux partenaires de la région Nord-Pas-de-Calais et de la région Picardie depuis presque un an maintenant, un peu plus d'un an, dans ce collectif régional Art et Culture, mais dont on peut être plus nombreux à parler. Hein. Je ne veux pas m'ériger comme ça en porte-parole. Mais voilà, donc en fait, ce collectif a été réactivé. Il existait déjà en région Nord-Pas-de-Calais. Il a été réactivé à l'occasion de cette recomposition régionale, puisqu'en fait, dès qu'on a pu réfléchir ensemble sur cette réorganisation qui va réunir la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, les acteurs culturels se sont réunis pour devancer un peu la concrétisation de cette grande entité régionale. Et en fait, on s'est réunis soit à Amiens, soit à Lille, pour réfléchir ensemble. Alors ce collectif réunit plusieurs organisations syndicales qui sont issues de plusieurs secteurs. Il y a 5 grands secteurs. Le spectacle vivant, alors je l'ai dit pas forcément dans l'ordre alphabétique, pardonnez-moi. Le spectacle vivant, les arts plastiques, l'image et l'audiovisuel, les musiques actuelles, et évidemment, il m'en manque un, la lecture, le livre et la lecture, voilà. Et donc, ces organisations, tantôt syndicales, tantôt professionnelles, se sont réunies pour essayer de poser un certain nombre de constats qui sont différents d'ailleurs dans chacune des 2 régions, puisque le paysage culturel, en particulier en termes de structure, de compagnie, de réseau, n'est pas du tout le même entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, il y a une grande disparité déjà qu'on a pointée entre les 2 régions. Et puis, il y a des spécificités dans les 2 régions qu'il a fallu prendre en compte. Et en fait, on s'est proposé de parler directement aux entités politiques, en particulier aux 2 régions, donc qui sont encore là pour quelques jours, en leur proposant des préconisations, ce qui nous semblait, nous, utile de leur dire, et surtout de dire à ceux qui vont arriver au pouvoir dans quelques temps. Voilà, donc il y a un livre blanc qui a été produit. Chaque secteur s'est réuni avec ses propres responsables, ses propres représentants, pour dire ce qui nous semblait utile de conserver, ce qui nous semblait utile de faire pour réfléchir ensemble à une nouvelle politique régionale Picardie, Nord-Pas-de-Calais,
Et à l'occasion d'une grande réunion qui a eu lieu le 28 septembre à la Maison de la Culture d'Amiens, nous avons présenté ce livre blanc et nous avons invité un certain nombre de têtes de liste qui sont les têtes de liste des élections régionales, à l'exception du Front National que nous n'avons pas souhaité inviter. Mais nous avons eu sur le plateau la tête de liste du Parti socialiste, alors un représentant de la tête de liste des Républicains, parce que Xavier Bertrand n'était pas disponible pour cette soirée, la tête de liste du Rassemblement qui réunit Europe Écologie Les Verts et un certain nombre d'autres organisations de gauche, et la tête de liste du Parti communiste. Voilà, et donc ces différents candidats ont pu s'exprimer directement à ce qui était contenu dans ce livre blanc, en particulier plusieurs pistes précises, dont un moratoire que nous avons fortement demandé sur, évidemment, les budgets des deux régions, pour faire en sorte que les budgets des deux régions soient sanctuarisés pour l'année 2016. Et voilà, c'est déjà une chose qui a été, semble-t-il, acceptée par les candidats présents. Je dis acceptée sur le moment. Maintenant, il faut voir si dans les faits... il y a des vidéos, il y a des retranscriptions. Ah, il y a des preuves. Il y a des preuves, oui, il y a des preuves. Alors, voilà, est-ce qu'une vidéo est une preuve? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont dit oui ce jour-là. Et puis, l'autre grande idée dans ces 5 points, c'était de co-construire ensemble avec les représentants, enfin les élus, les futures politiques culturelles régionales. Voilà. Ça, c'est une chose qui était depuis très longtemps demandée dans chacune des deux régions. Et c'est vrai que pouvoir réfléchir ensemble avec les élus à des positions, à des propositions de politique régionale culturelle nous semblait évidemment évident. Voilà, je ne sais pas, Romaric, si j'ai bien résumé. Voilà, en tout cas, le livre blanc, il est tout à fait consultable. Je crois que toutes les structures qui ont participé à son élaboration l'ont mis en ligne sur leurs différents sites, que ce soit dans les 5 grands secteurs. Donc voilà, vous pouvez vous le procurer très très facilement. Et il est en train de... Voilà, il a été transmis évidemment à tous les techniciens et les élus de la région et à ceux qui sont susceptibles d'être aux commandes dans quelques temps. Voilà. Merci de cette présentation et en bon paranoïaque du réseau musical, nous pouvons constater qu'en fait vous avez parlé du spectacle vivant, des arts plastiques, de l'image, de l'audiovisuel, de la lecture, mais la musique était peu représentée. Si, j'ai cité les musiques actuelles. Les musiques actuelles. Voilà, les musiques actuelles. Alors, au cours des discussions qui sont pas toujours facile, parce que tous ces représentants de différents secteurs, de structures, d'organisations syndicales, comme je l'ai dit, c'est pas toujours évident. En fait, les musiques actuelles sont très très représentées à travers le réseau Raoul, le Patch, et puis tout un tas d'autres structures qui font partie du réseau des musiques actuelles. C'est vrai que à un moment, on s'est posé la question de si on pouvait parler de la musique en général ou des musiques en général. Et les autres représentants n'ont pas encore participé directement à ce collectif. Par exemple, en ce qui concerne la musique entre guillemets classique ou les musiques de répertoire. Non, mais c'est pas pour les stigmatiser, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, les représentants de la musique actuelle ont souhaité qu'on ne parle pas de musique en général, mais qu'on précise bien musiques actuelles. Voilà. On est déjà au cœur d'un débat intéressant. Oui, Romaric. Peut-être pour nourrir un peu le débat sur les observations du livre blanc, sur la réunion des grandes régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, enfin
réunions des deux régions au sein d'une grande région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Juste vous donner quelques éléments de contexte, hein, vraiment macro, mais qui ont été importants. D'une part, on a la région Nord-Pas-de-Calais qui a été structurée autour de grands équipements, hein, ou de projets d'implantation structurante, ce qui n'est absolument pas le cas dans la région Picardie, puisqu'on a en tout et pour tout une maison de la culture à Amiens, labellisée, scène nationale, et ensuite une situation territoriale où il y a de nombreuses zones vides et zones de creux. L'investissement de la région aussi en termes financiers, si ma mémoire est bonne, on est... j'ai perdu les chiffres, je m'en rappelle plus. On est à 13 millions pour la Picardie et on est 42 millions pour la région Nord-Pas-de-Calais. Donc là, il y a encore un contraste très, très, très important. Et puis, enfin, il y a eu aussi un investissement de la région qui s'est fait sectoriellement de manière très différente. Par exemple, spectacle vivant, une grande densité d'équipes en Nord-Pas-de-Calais, tandis qu'en Picardie, il y a beaucoup moins d'équipes artistiques. Des dispositifs de circulation d'équipes, par contre, beaucoup plus développés en Picardie. Des aides à la diffusion, à la circulation pour les équipes dans des équipements pas forcément reconnus, accompagnés, labellisés. Pour le livre et la lecture, une très forte structuration côté Picard. Le réseau des médiathèques, bibliothèques, toute la lecture publique a été extrêmement développée, peut-être un peu moins dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Et sur ces éléments un petit peu macro, une des choses assez fondamentales aussi qu'on a demandé à travers l'idée du moratoire et de la co-construction, avec les conclusions du livre blanc, c'était qu'en aucun cas fusion voulait dire économie d'échelle. D'où le moratoire. D'où l'idée du moratoire. Par contre, qu'on n'était pas contre la co-construction, mais avec une représentation des acteurs professionnels pour faire en sorte de voir comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux cette transformation. Je crois que c'était quelque chose de très positif aussi sur ce livre blanc, c'est que c'était une force de proposition, une invitation à la réflexion, moins qu'une revendication à conserver des intérêts, un appel à l'immobilisme. C'était vraiment cette idée de poser des pistes de jalons, et ce qui a été formidable. Et on est la seule région à l'avoir fait, ce travail-là. C'est un travail à la fois transsectoriel, avec des syndicats d'employeurs, des syndicats de personnel et différents secteurs de la création. Voilà, c'est un équilibre qui est fragile à tenir aujourd'hui. En tout cas, on est très content aussi. L'idée, il y a une photographie qui s'est faite avec la rencontre d'Amiens, mais cette réflexion, c'est un début en fait, c'est un jalon. Et cette réflexion, elle est alimentée, y compris les travaux qui vont être menés aujourd'hui, vont pouvoir participer aussi. Enfin, on se fera le relais avec Christophe aussi des réflexions qui ont été menées, particulièrement pour les musiques de création, et qui continueront à alimenter ce livre blanc. Merci bien de toutes ces précisions, sur lesquelles d'ailleurs on reviendra visiblement au cours du débat qui va suivre. Donc je vais peut-être appeler, Christophe va rester en place puisque vous participez à notre rencontre. Benoît et Romaric, si vous voulez rester sur scène, vous pouvez, mais c'est une histoire de place. Parce que je vais demander donc à François Bou peut-être de nous rejoindre. Qui est là. Je sais que Benoît Delacaisse va nous rejoindre. Il est arrivé, non? Ah, il est là, d'accord. Est-ce que je sais que vous arriviez un petit peu plus tard? Qui oubliais-je? Éric Rouchot, évidemment.
Et alors, je dois excuser Caroline Sonrier, qui au départ avait depuis bien longtemps bloqué cette date, et puis l'incompatibilité d'agenda a fait que, bonjour, a fait que donc, l'Opéra de Lille n'est pas présent ni représenté. Peut-être on pourra en dire un mot malgré tout, parce que c'est vrai que c'est un acteur important dans la place de la vie musicale, qui n'est pas que patrimoniale, mais qui est aussi très liée à la création. Bonjour. Je crois qu'on est un petit peu tout... Alors, je dois aussi excuser Jean-Paul Dessy, qui devait être présent parmi nous et qui ne l'est pas. Mais on a demandé à Alexandre Lévy, est-il là d'ailleurs oui, voilà. Pas de le remplacer au pied levé, mais comme je sais qu'il y a des relations entre les acteurs les uns et les autres, et que Alexandre Lévy anime un travail qui a une réalité territoriale, donc bon, je vais laisser tout le monde se présenter. Alors le but de la rencontre, évidemment, n'est pas de monopoliser de manière un petit peu professorale un cours. C'est plutôt, j'ai demandé à chacun des invités d'essayer d'être le plus concis possible, un minimum de temps pour présenter ces activités à la lumière de ce qui a été posé au départ comme cette identité musicale de l'espace territorial et de cette singularité des actions des uns et des autres dans ce paysage territorial. Une petite précision, parce que j'ai eu quelques remontées sur le mot identité. C'est vrai que ce n'est pas un mot grossier au départ, mais d'une certaine manière, on se rend compte que dans les enjeux politiques d'aujourd'hui, le mot identité renaît d'une manière tout à fait perverse d'ailleurs. Et donc c'est très intéressant au fond d'avoir choisi cette terminologie, parce qu'elle pose bien à la fois les questions de ce que font les acteurs, et en même temps toutes les ambiguïtés qui tournent autour de l'idée qu'on aimerait bien voir un paysage peut-être qui s'uniformiserait autour d'une identité commune. C'est toutes ces questions-là dont il nous paraît très important de parler. Voilà, il n'y a pas d'ordre de préférence. Vous avez un micro qui circule, peut-être, commençons, allons-y. Alors vous vous présentez. Bonjour. Et puis on dit deux mots. D'accord, bonjour, François Bou, directeur général de l'Orchestre national de Lille. Alors l'Orchestre de Lille, comme Artzoid, fête ses 40 ans cette saison. Et par rapport au thème de la rencontre, c'est un orchestre qui est né avec une vocation principalement au départ de ce qu'on appelle maintenant maillage territorial. C'est-à-dire que la plupart l'orchestre n'avait pas de salle, et la plupart des concerts se faisaient dans toute la région. Et je dirais que cette volonté de diffusion territoriale fait partie de l'ADN de l'orchestre depuis maintenant 40 ans. En 40 ans, l'orchestre a visité environ 250 communes de la région Nord-Pas-de-Calais. Il a créé des liens également avec la Belgique, toute proche, et avec la Picardie, puisque l'orchestre a visité régulièrement des salles de Picardie, aussi bien Amiens, Tergnier, Saint-Quentin, et d'autres, Compiègne, et d'autres villes et structures de Picardie. Mais c'est vrai que c'est un des problèmes qui pouvaient se rencontrer, c'est l'absence peut-être de structures qui puissent accueillir un grand orchestre symphonique sur le territoire picard. C'est peut-être quelque chose dont il faudra parler au moment... j'oublie pas l'orchestre de Picardie, au moment où on va parler de complémentarité entre nos deux structures. Complémentarité, parce qu'on le sait très bien, dans l'idée des aménageurs, souvent, lorsqu'on mutualise des régions, ça va souvent vers la suppression de l'un ou de l'autre, ou la fusion. C'est un scénario qui est, j'allais dire... auquel il faut répondre, parce que la question se pose, et la question va forcément se poser dans l'esprit de certains. Ça l'est déjà certainement dans l'esprit de beaucoup. Mais cela dit, alors si on enchaîne là-dessus, oui, on a deux mots. Oui. On a des relations très ouvertes avec l'orchestre de Picardie, et on parle plutôt effectivement de complémentarité territoriale, disons, puisque chacun, et on parlait d'identité tout à l'heure, c'est absolument pas un gros mot, chacun a son identité, effectivement, chacun a des missions, avec certaines missions qui sont communes, mais on cherche évidemment les convergences et les complémentarités.
Dernier point sur la question de la création, puisque nous sommes le réseau de la création musicale. C'est vrai que l'Orchestre de Lille aussi a un travail sur cette direction, parce que bon, c'est bien que les orchestres en général, c'est une alternance entre le patrimoine et la création, et que c'est souvent un équilibre complexe à trouver. Quelle est votre position? L'orchestre a également, au moment de sa création, dans son projet, la création au cœur, je dirais. Bien Alors sûr. avec, suivant les périodes, plus ou moins de création et plus ou moins de patrimoine. Mais Gérard Ourbet, ici présent, voilà, peut en témoigner. et Gérard a témoigné de ça. C'est quelque chose que moi je souhaite revivifier peut-être encore plus avec les nouvelles technologies. L'orchestre s'est équipé en début d'année d'un studio entièrement numérique de diffusion, d'enregistrement, de spatialisation qui nous permet de travailler au cœur du son. Et c'est quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant de développer pour un orchestre symphonique au XXIe siècle. C'est quel est son rapport finalement, une exploration du son grâce aux nouvelles technologies. Bien sûr, mais ça veut dire aussi pouvoir avoir des moyens pour passer des commandes. La création, c'est ça aussi. La création, c'est ça aussi. Et mettre la création en regard du grand répertoire. Un orchestre symphonique aujourd'hui, c'est du 18e jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 21e siècle, même s'il y a des groupes spécialisés, effectivement, qui ont un peu rogné les ailes des orchestres généralistes, comme est l'Orchestre national de Lille. Mais je pense que moi, mon but, c'est de nous réapproprier, par un travail avec certains chefs notamment, tout un répertoire du côté de la musique classique et préclassique, mais également la création contemporaine, la création d'aujourd'hui, en mettant les moyens de la nouvelle technologie au service de la création. Merci pour cette présentation de l'orchestre. On pourra après revenir par le jeu des questions. Peut-être continuons la présentation de l'identité musicale de chacun des acteurs ici en fonction de notre thématique. Peut-être Christophe, si on fait passer le micro. Oui. Vous en avez d'autres qui tournent. Vous pouvez... Merci. Christophe Potier, directeur adjoint du Bateau-Feu, la scène nationale de Dunkerque. Alors, on est, nous, une scène nationale sur un territoire donné. Je commente volontiers par ça parce qu'effectivement la question de l'identité régionale Nord-Pas-de-Calais et donc bientôt Nord-Pas-de-Calais-Picardie est une vraie question parce que nous on est un lieu de diffusion et de création pluridisciplinaire. Vous savez que dans les missions des scènes nationales il y a cet objectif de pouvoir s'intéresser au plus grand champ de la création, c'est-à-dire dans tous les domaines. Et en tout cas, sur le territoire du Dunkerquois, le public s'adresse à nous comme étant une structure qui potentiellement peut accueillir toutes les formes du spectacle vivant. C'est-à-dire que les amateurs de musique nous disent « Mais qu'est-ce que vous faites en matière de musique ?» Les amateurs de danse, idem, les amateurs de théâtre, évidemment, et les amateurs de création musicale aussi. Et je dirais la réponse que les scènes nationales donnent à ce questionnement, à cette problématique, elle est liée évidemment à ce qu'est le territoire sur lequel elles sont posées. C'est pour ça que je peux faire une réponse sur le territoire de la structure du Bateau-Feu, mais alors après, on pourra discuter évidemment, c'est très intéressant, sur l'identité régionale. Ouais. Oui, et puis vous avez dit une chose très importante, il ne faudra pas la perdre dans notre conversation, vous avez dit répondre à l'identité du territoire. Quelle est la part de l'autonomie réelle de celui qui programme et de cette interaction permanente, parce qu'on sait que c'est une idée qui court en permanence aujourd'hui. Au fond, pourquoi pas le public ne ferait-il pas la programmation musicale? Enfin... Ils en ont souvent très envie, hein, ça c'est sûr. Alors, du coup, sur la question, sur cette réponse donnée à la présence de la musique dans une programmation pluridisciplinaire, nous, on a, sur le territoire dunkerquois, apporté un certain nombre de réponses qui sont liées à, comme je le disais, au territoire lui-même et à la présence d'autres partenaires sur le territoire. C'est-à-dire qu'à Dunkerque, il y a une scène de musiques actuelles qui est très dynamique. Il y a un lieu de jazz, le Jazz Club, qui est évidemment très dynamique. Donc du coup, on a une répartition presque naturelle entre nous et on collabore régulièrement,
ponctuellement, mais la programmation de jazz et création de jazz au bateau-feu, elle est, je dirais, elle n'est pas absente, mais elle est ponctuelle, quoi. Et elle est ponctuelle et souvent en relation avec les gens qui font ça de façon récurrente depuis un très très grand nombre d'années et qui ont une programmation tout à fait légitime et qui ont un public comme ce lieu au Jazz Club. Idem pour les musiques actuelles. Donc du coup, on a plutôt cherché à se recentrer sur des champs de la programmation musicale ou de la création musicale qui n'étaient pas du tout abordés, faute d'équipement par exemple, ou faute de présence historique de ces musiques-là sur le territoire. Alors, là je raconte vraiment la cuisine sur Dunkerque. On a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une restructuration de notre théâtre. Le théâtre de Dunkerque a été rénové pendant 3 ans, une grosse restructuration. Et à cette occasion, on s'est posé la question de la grande salle, 700 places. Et au moment où on étudiait avec les architectes qu'est-ce qu'on allait faire de cette grande salle, s'est posé la question de la fosse d'orchestre. Il y avait une fosse d'orchestre dans l'ancien théâtre qui était très peu utilisée parce que très peu fonctionnelle. Et évidemment, la ville de Dunkerque nous avait dit « Bon, bah, ça, on supprime puisque vous ne faites jamais d'opéra ». Et nous, on leur a dit, mais on ne fait jamais d'opéra parce qu'on n'a pas de fosse d'orchestre digne de ce nom. Mais si on en avait une, évidemment, on pourrait en faire. Oh oui, non, mais ça coûte trop cher, l'opéra, c'est pas pour vous. Il y a un opéra à Lille, c'est bien suffisant, etc. etc. Bon. Et puis en fait, on a quand même essayé de défendre cette idée-là, qu'on se partait pour une restructuration d'un bâtiment qui allait durer longtemps. Je pense que la prochaine, elle aura lieu dans 50 ou 60 ans. On ne sera plus là pour la vivre, enfin, en tout cas moi. Du coup, on a quand même tenu et on a réussi à avoir cet équipement, une vraie fosse d'orchestre. Et du coup, ça nous a permis de réorienter le projet musical de la scène nationale en tenant compte aussi que sur ce territoire, la présence de l'opéra était quasi nulle. Hein, les grands amateurs d'opéra font facilement les 200 km qui nous séparent, enfin aller-retour évidemment, qui nous séparent de l'Opéra de Lille, et on en connaît qui sont abonnés à l'Opéra de Lille, mais qui malheureusement nous disaient sur le Dunkerquois il n'y a rien, donc voilà. Donc on s'est dit avec Hélène Cancel, la directrice du bateau-feu, qu'on allait travailler sur ce champ-là, qui est un champ totalement en friche. Alors je ne sais pas si je rentre dans le détail tout de suite ou... J'y vais, je vais être très très court. Je vais citer 2 actions, je dirais qui n'ont pas le même format. La première action, c'est qu'on participe, et on est très heureux de ça, à un projet qui s'appelle la coopérative. La coopérative, c'est 4 lieux pluridisciplinaires qui se sont réunis pour produire des opéras à la taille de nos maisons. Alors, les lieux, c'est Compiègne. Éric Rouchot est là, il pourra nous en parler aussi tout à l'heure, parce que c'est lui qui a accueilli la création de la première production de la coopérative, Les Noces de Figaro. Mais il y a aussi les 2 scènes à Besançon, le théâtre de Cornouailles à Quimper, et puis donc le bateau-feu à Dunkerque. Et le 5e larron, si je puis dire, de cette entreprise, c'est Loïc Boissier, qui est à la tête des Brigands, mais qui aussi est devenu une sorte de directeur de production de cette coopérative et qui est, je dirais, la cheville ouvrière de cette chose-là. Alors la coopérative, c'est quoi? C'est donc 4 théâtres qui se réunissent, qui apportent un budget de production non négligeable, hein, puisque le ticket d'entrée, c'est comme dans les grandes entreprises, c'est 40 000 euros. Donc pour des maisons comme les nôtres, qui sont des budgets pas très élevés, c'est assez lourd. Et après, on a été à la recherche de budgets complémentaires pour monter cette production. Et cette production a vu le jour, est née, et là, il y a une tournée qui est en cours pour 23 représentations dans 14 villes différentes. Donc voilà, et ça c'était une réponse au fait que nous, dans les scènes nationales, je dirais à budget moyen, les grosses productions d'opéra produites par les maisons d'opéra, on ne peut pas y avoir accès parce qu'évidemment les budgets sont trop conséquents. Voilà, alors ça c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que du coup, pour aller travailler en profondeur ce territoire
et ces populations qui n'avaient pas eu du tout de relation avec l'opéra, on a proposé d'inventer une petite forme qui se balade depuis 2 saisons sur le territoire de l'agglomération, avec un artiste que vous connaissez sûrement qui s'appelle Arnaud Marzorati, qui est un artiste, un chanteur lyrique. Et il nous a proposé une petite forme qui s'appelle « Chanter est un sport comme un autre », qui est une petite forme de 40 minutes qu'on peut jouer n'importe où, dans n'importe quel lieu, maison de quartier, centres sociaux, écoles, collèges, lycées, etc. Et qui parle de ce qu'est un chanteur d'opéra. Et du coup, on essaye donc de promener cette petite forme et de dire aux gens, évidemment, de casser les grandes barrières qui existent encore très fort chez beaucoup de nos compatriotes, qui sont l'opéra, c'est pas pour moi, j'y comprends rien, ça dure 3h30 et voilà. Et c'est très cher. Alors nous, on leur dit non, c'est pas ça. Nous, on a une politique tarifaire qui est très très basse. Donc du coup, vous pouvez venir et vous pouvez profiter très largement de cette proposition-là. Voilà. Pardon d'avoir été long. Non, mais c'est bien ces 2 exemples qui à la fois montrent une manière d'aborder la question de la musique et de la musique de création, et en même temps la mutualisation des lieux les uns avec les autres. Peut-être directement une réponse de celui qui travaille en mutualisation. Je vous laisse le micro, là, il y en a un là devant vous. Oui, donc avec Dunkerque, on a en effet, dans Dunkerque, Quimper et Besançon, on a en effet, je dirais, on a voulu prendre le taureau par les cornes et en effet proposer un projet collectif où chacun s'investit véritablement en tant que producteur. Alors, je vais quand même présenter les structures. Oui, bien sûr. Donc, je dirige les théâtres de Compiègne. Il y a 2 théâtres à Compiègne. Il y a l'Espace Jean Legendre, qui est une scène pluridisciplinaire. Alors, c'est vrai qu'en Picardie, il y a peu d'équipements en comparaison avec le Nord-Pas-de-Calais. Néanmoins, il y en a quand même quelques-unes. Il y a bien sûr la Maison de la Culture d'Amiens, la seule, il y a 50 ans... une des premières. La première. Le discours inaugural d'André Malraux nous le rappelle. Voilà. Mais on peut dire aussi que depuis, en effet, les politiques de la région Picardie n'ont pas jugé bon de demander des scènes nationales ailleurs. Donc le retard, on peut dire, en effet, traîne depuis 50 ans parmi nos amis politiques qui n'ont pas eu d'ambition culturelle sur le territoire régional. Alors bien sûr, il y a une préfiguration de scène nationale dans l'Oise. Ça fait 10 ans qu'on en parle, ça fait 5 ans que c'est en préfiguration. Mais là encore, on manque d'ambition et de collectif. D'ailleurs, on parle d'identité. En Picardie, si on veut parler d'identité, on ne cherche pas l'identité, on cherche juste à satisfaire telle ou telle ville, telle ou telle politique, mais il n'y a pas d'ambition pour la culture, en tant que telle, comme service public, mais juste par rapport à des ambitions politiciennes. C'est ça qui est souvent problématique. Il faut quand même raisonner aussi sur ce handicap-là qu'il y a eu. Donc il y a des scènes, je dirais, conventionnées et des scènes avec des dimensions quand même très, très fortes, qui sont souvent supérieures à la moitié des scènes nationales, d'ailleurs en France. Compiègne, Beauvais et Creil ont des niveaux d'activité qui sont sensiblement égales à la scène nationale médiane, moyenne. Voilà. Sans avoir le label et qui ont un projet de ce niveau. Alors, donc il y a l'Espace Jean Legendre, qui est une scène pluridisciplinaire, avec la même manière qu'au Bateau-Feu, c'est le même principe, avec un travail de création, un travail avec des artistes associés, un travail avec les publics et les communes autour, avec de l'itinérance, de la musique ou du théâtre qui sont présentés dans diverses communes et communautés de communes. Bon, une activité assez forte. Et puis l'autre théâtre, qui est lui, alors la dimension musicale et lyrique dans son projet. C'est la seule scène musicale et lyrique entre Paris et Lille. C'est donc le Théâtre Impérial de Compiègne. C'est un théâtre qui a été
ouvert en 1991, qui date de Napoléon III, mais qui n'a été ouvert qu'en 1991. Et je le dirige avec l'Espace Jean Legendre depuis 2009. Alors, ce théâtre développe un projet donc, musical avec une présence artistique permanente et renouvelée, une structure qui se veut qui se place dans une volonté d'accompagnement aussi des artistes, mais aussi des publics. Parce qu'il s'agit d'accompagner les artistes, mais aussi d'accompagner les publics. Je crois que c'est important aussi. Il faudra que vous nous précisiez comment vous accompagnez les publics. Oui, parce que si on laisse tomber, si on n'ouvre que la billetterie, on se trouve aussi en effet, je pense, à une rupture justement entre les populations et ce qu'on y fait. Et ce n'est pas aujourd'hui, à veille des élections, qu'il faut commencer à se poser la question de cette rupture. Donc voilà, accompagnement artistique, et puis des résidences avec des artistes, notamment avec l'ensemble vocal AIDES, qui est en résidence depuis 3 ans, avec lequel il y a du répertoire et il y a de la création. Cette année, avec Le Balcon, dirigé par Maxime Pascal, qui connaît bien la région Nord-Pas-de-Calais aussi et Lille. Avec lequel nous allons faire aussi de la création, avec des compositeurs du Balcon comme Arthur Lavandier ou Pedro Garcia Velasquez. Nous avons une ouverture artistique qui est aussi très, très large, du baroque à nos jours. Alors je dis ça parce que le Théâtre Impérial, ça a été longtemps, par mon prédécesseur, plutôt un lieu consacré à la musique française du fin 19e, on va dire, début 20e. Avec des ouvrages un peu ressuscités souvent. Voilà. Là où j'ai voulu ouvrir, tout en gardant une place assez forte quand même à la musique française et au chant lyrique et au chant français. Surtout dans ce lieu, la place du chant et du lyrique est très importante puisque l'acoustique est exceptionnelle. C'est, on peut le dire, l'une des meilleures acoustiques en France, sinon au monde. Et enfin... Merci aux architectes. Et enfin, donc un développement de la diffusion et du territoire, et donc une activité assez forte aussi dans la production et la coproduction. On l'a dit avec, par exemple, les Noces de Figaro avec la coopérative, mais aussi avec des productions ou des coproductions avec d'autres scènes, comme la Double Coquette qui marie cette année, qui marie à la fois Antoine d'Auvergne et Gérard Pesson. On a une production avec Monsieur de Pourcegnac et les Arts Florissants, avec AIDES, j'en oublie, bien sûr. Voilà. Après, on pourra parler des synergies possibles et attendues. Bien sûr, on regarde aussi bien sûr vers le Nord-Pas-de-Calais, puisque c'est la grande région. Mais Compiègne est aussi quand même plus proche de Paris. Et donc, on regarde aussi vers Paris. Voilà, donc les collaborations sont régionales, interrégionales, extra-régionales. Merci de cette présentation rapide. Je souligne une phrase sur laquelle on pourra peut-être revenir: satisfaire telle ou telle ville et non pas de réflexion sur la culture. Ça me paraît être une phrase majeure dans le débat qui nous occupe et le moment historique, si j'ose dire, dans lequel il se place. Peut-être, alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit on va vers Amiens, soit... bon, allez-y. Comme vous voulez. Non, mais l'un et l'autre se répondent. On reste en Picardie, de toute façon. On peut revenir. Non, on quitte la Picardie. Pas-de-Calais. Oui, non, justement, soit on reste en Picardie. Allons au Pas-de-Calais, voilà, très bien. Vous voulez qu'on parle du Pas-de-Calais, donc. Oui. Ok. Bien, bonjour à tous. On reviendra sur Amiens. Je suis donc Olivier Galland, le directeur du projet communautaire du 9-9 bis, qui se situe en effet à Wany, dans le Pas-de-Calais. Donc je dirige un projet un petit peu spécifique, un petit peu particulier, puisque c'est un ancien carreau de fosse qui fait partie des 5 miniers. Voilà, qui fait partie des 5 grands sites de la mémoire minière. Et donc il s'agit de travailler sur la reconversion totale de ce site patrimonial classé, afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire du bassin minier qui est vraiment en cours de modification aujourd'hui, avec aussi le Louvre-Lens il y a 3 années. Et donc, en effet, moi, ma mission, c'est de conjuguer 3 objectifs majeurs sur ce site. C'est la valorisation du patrimoine minier, évidemment,
la diffusion et la création musicale. On pourra y revenir d'ailleurs, parce que tout à l'heure, il y a eu un petit peu de débat, musique contemporaine, musique de répertoire, musiques actuelles. Alors nous, on parle de musiques actuelles et populaires, et en même temps, on travaille avec Alexandre Lévy, parce qu'on a aussi un instrument un petit peu particulier, mais j'y reviendrai. En l'occurrence, je pense qu'il est important de dépasser un certain nombre de cadres. On travaille avec l'opéra sur fine oreille, par exemple, dans le cadre de l'éducation artistique, etc. Donc voilà. Néanmoins, on travaille dans les musiques et on valorise aussi les musiques actuelles et populaires. Et je pense qu'on peut faire, en effet, on peut faire de la création d'un côté comme de l'autre sans que ça soit totalement opposable. Nous avons bien dit que nous sommes le réseau de la création musicale. Benoît Tiberghien l'a bien dit, c'est un réseau de la création musicale qui croise avec l'ensemble des musiques. Voilà. Donc diffusion, création, et puis évidemment enracinement du développement culturel. Nous sommes dans le bassin minier, une situation sociale, économique particulièrement compliquée, difficile. Et donc c'est un élément important à prendre en considération dans nos projets. Alors moi j'ai essayé de répondre à votre phrase en fait. Je vous avais au téléphone mercredi et j'étais en train de plancher sur cette fameuse phrase. Et donc c'était quelle identité artistique et musicale par région Nord-Pas-de-Calais. Alors bon, déjà je suis arrivé il y a 3 ans, donc je ne connais pas forcément très très bien le territoire, mais bon, je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire. Alors je suis allé chercher un petit peu l'identité, caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. Bref. Caractère permanent. Voilà, et donc, en l'occurrence, pour moi, il est particulièrement difficile de répondre à la question posée sur une identité propre, artistique et musicale, au niveau de la région. Mais je pense par contre qu'on peut considérer qu'il existe des identités territoriales fortes. Au niveau du Nord-Pas-de-Calais, par exemple, on a le bassin minier, on a la côte d'Opale, on a l'Avesnois, avec vraiment des éléments culturels vraiment importants, quoi. Et donc, il contribue en effet à créer des cohérences, au moins de territoires. Enfin, ces cultures-là, et l'histoire même de ces territoires crée des cohérences. Et donc, sans parler de similitudes entre les acteurs culturels, je parlerai plutôt de singularité culturelle avec des enjeux et des objectifs communs. C'est-à-dire que moi, quand je travaille dans le bassin minier, je travaille avec culture commune, je travaille avec droit de cité, je travaille avec, etc. Mais on est sur des questionnements avec l'ouvre-lance, etc. On est, même si on est singulier, on a des problématiques qui sont vraiment très proches. Donc moi, ce qui m'a marqué en arrivant à cette région, c'est la particularité de cette région, son histoire sociale, économique, humaine extrêmement marquée. Le territoire est même marqué avec des terris, avec des cités minières. Et de facto, pour moi, penser un projet culturel artistique, c'est aussi prendre en considération les éléments historiques de ce territoire. C'est ce que je vous expliquais. Moi, je viens de Marne-la-Vallée, sur une ville en construction, où il y avait Disney, en fait. Et mon boulot, auparavant, c'était de quel projet culturel artistique je développe pour créer une identité sur un territoire qui n'en a pas. Parce qu'il n'y avait pas d'habitants, tout simplement. Il y avait des 5000 habitants. Je suis parti, il y avait 30 000 habitants. Au regard, en plus, d'une structure une structure de loisirs très, très, très présente. Donc, en fait, on est juste totalement dans l'inverse. C'est-à-dire que en région parisienne, on développe un projet artistique et culturel pour créer une identité. Ici, on prend en compte l'identité d'un territoire pour envisager et penser un projet culturel artistique. Donc voilà, alors le 9-9 bis, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en aurait pour la journée, mais je vais par contre... je vais vous parler d'un élément un petit peu spécifique, parce qu'en effet, ce projet date depuis 2003, les archives Hérault Arnaud ont été missionnées, et ils ont associé Louis Dandrel pour envisager et concevoir un bâtiment un petit peu, tout à fait, très spécifique, tout à fait unique, donc c'est le métaphone. Louis Dandrel pour la partie acoustique sonore ou plus largement Non, là c'était vraiment l'articulation son et architecture. D'accord. C'est comment on envisage un équipement qui, en dehors du fait que c'est un lieu de diffusion, de création, est lui-même un instrument qui peut être utilisé, dont on peut l'utiliser pour composer. Donc le métaphone, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez venir le voir. Aujourd'hui, il sonne toutes les heures. C'est en fait une peau sonore aujourd'hui qui est
composé en fait de plaques de matériaux divers. Vous avez du bois, du verre dépoli, de l'acier Corten, donc sur les éléments en bois, vous avez des moteurs de haut-parleurs qui sont montés sur ces plaques en bois, qui donc viennent diffuser les sons et on peut donc répartir les sons sur l'ensemble des bâtiments. Mais ça, Alexandre en parlera de façon un petit peu plus précise, puisque à un moment quand moi j'arrive, que j'ai ce projet-là, n'étant pas compositeur, Savoir ce qu'on dis, fait, comment, ce qu'on fait passer dans les haut-parleurs. À un moment, comment en effet j'utilise, j'exploite comme c'est un instrument un peu unique, il a fallu bien comprendre comment il avait été conçu, il a fallu aussi le faire évoluer parce qu'il avait été conçu avant tout par Louis Dandrel au regard de ses propres compositions. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de ne pas avoir juste des compositions d'un seul compositeur. C'était de pouvoir ouvrir pour qu'il puisse y avoir des compositeurs qui puissent utiliser le bâtiment pour proportionner, pour voir même faire des créations, puisque nous aurons une création dansée, musicale et vidéo au mois de décembre. Donc, premier élément, c'est la dimension électromécanique avec des moteurs. Le deuxième, c'est une dimension mécanique avec des instruments acoustiques qui sont situés à l'avant du métaphone. Vous avez des tambours, cloches tibétaines, orgues, etc. Alors voilà, ça fait 2 ans qu'on a ouvert, donc on est tout jeune, et en même temps, la dimension mécanique, même si on l'a testée, elle n'est pas encore totalement finalisée. C'est extrêmement complexe. Dans le sens où, en effet, le prototypiste travaille seul et c'est très... Donc, évidemment, avec le métaphone, aujourd'hui, en tous les cas, un instrument tout à fait unique, et on souhaite qu'il soit un des éléments emblématiques, en plus des bâtiments. Et là, en effet, c'est là où la rencontre avec Alexandre, on se connaissait depuis quelques années en région parisienne, mais... d'une part, il y a eu ce travail, je dirais, technique, et en même temps, c'est le travail de composition. C'est-à-dire que comment, avec un instrument, comment on compose des pièces contemporaines, tout en tenant compte du territoire sur lequel nous sommes. Et là, je vais laisser la parole à Alexandre, qui pourra nous parler un petit peu de cette démarche, puisqu'aujourd'hui, en effet, il a eu une commande de 12 œuvres de 5 minutes, qui sonne. Donc en fait, nous avons un carillon en fait moderne qui sonne toutes les heures et avec aujourd'hui les compositions d'Alexandre. Par ailleurs, comme nous avons des musiciens intervenants, nous souhaitons que ce métaphone soit disponible, accessible, compréhensible en direction des scolaires. Et donc là, nous avons travaillé cette année avec un collectif qui s'appelle Métalu HAUT pour envisager une interface qui permettent de travailler de façon plus pédagogique cet instrument. Vous pouvez redire le collectif? Vous l'avez dit vite. Métalu HAUT, qui se trouve à Lille. D'accord. Merci de ce panorama. On reviendra sur ce métaphone, parce que d'une certaine manière, au fond, c'est un élément dans l'espace territorial qui produit du sonore, dans une situation qui n'est pas une situation concertante, mais qui est une situation de production sonore architecturale. Tout à fait. C'est très important de le différencier. Ce qui est important, c'est qu'en effet, ce site, la reconversion de ce site a été aussi pensé comme un site reconverti avec la dimension sonore et musicale très forte. Voilà. C'est-à-dire que vous avez en effet un élément sonore extérieur, vous avez des compositions et des créations qui sont faites dans les bâtiments, mais dans le parcours patrimonial que nous ouvrirons d'ici 2-3 ans, on travaille aujourd'hui donc sur ce parcours, nous aurons des douches sonores, et au niveau de ces douches sonores, il y aura des compositions qui seront réalisés par des compositeurs au regard des sons émis par les machines, puisque nous avons toutes les machines d'extraction, et puis des témoignages, puisqu'il s'avère qu'on travaille avec d'anciens mineurs. Et donc, ce qui est important, c'est la captation aussi de l'histoire. C'est de l'histoire vivante, et en même temps, on dépasse cette histoire-là pour partir sur des projets qui relèvent du XXIe siècle.